Coucou tout le monde, Let's go! on cache la table, on cache la misère. Comment tu vas Thomas? Et ça va très très bien, très très content. Nouvelle masterclass, scamé par les USA, en pure légende. Écoutez, on va pouvoir discuter de plein de trucs. Il y a un grand monsieur qui s'appelle Trump qui a décidé d'envoyer de la politique bien politique. Donc C'est voilà, on ça, va discuter de tout ça, hein. c'est assez bien résumé. Donc on va vous résumer qu'est-ce qui s'est passé. Bon bah si vous êtes vachement dans la crypto, vous le savez déjà. Pour les autres, je fais quand même un petit résumé. En gros, on a eu le premier épisode où Trump s'empare du sujet crypto, mais c'est pas non plus le président des crypto-monnaies, c'est le président des États-Unis. Donc c'est quelqu'un qui a toujours annoncé la couleur de sa politique, hein, c'est-à-dire on n'est pas dans la guerre avec les armes, on est dans la guerre par rapport à l'économie, avec toujours comme objectif de mettre les États-Unis au sommet de l'humanité, et avec une certaine ligne directrice qui a été exposée dans sa politique, notamment eh bien, tout ce qui va être immigration, narcotrafic, trafic de drogue, du coup, ce genre de choses. Donc, on avait vu il y a quelques jours des éléments par rapport à la Colombie. Plus récemment, eh bien, il a fait des annonces par rapport à l'Union européenne, par rapport au Canada et par rapport au Mexique, notamment le fait que, eh bien, il allait augmenter des taxes sur les importations venant du Canada et du Mexique. Donc, en fait, il a envoyé un message qui est on va envoyer des impôts dans tous les sens et surtout, on va mettre à mal l'économie de pas mal de pays qui justement font du commerce avec les États-Unis et qui, si jamais il y a des impôts supplémentaires qui s'ajoutent, eh ben ça revoit tout le business model, potentiellement ça le plombe. Donc en fait, le concept est assez simple. Le concept, c'est de faire des annonces chocs qui font peur pour mettre politiquement mal à l'aise les autres pays, pour les pousser dans une certaine direction. Et comme ça crée une situation d'incertitude globale à travers le monde, les marchés détestent l'incertitude, que ce soit la finance traditionnelle à la crypto. Et du coup, bah, niveau crypto, ça a totalement dévissé. Totalement. De toute façon, bon, bah, les gens, ils se sont levés ce matin, ils ont très bien vu les prix, hein. On a tapé les 91 000 sur Bitcoin, quelque chose comme ça. Ether 2100 en solide. Et là, on a quand même repris beaucoup de la hausse, hein. On a repris 80% de ce qu'on Oui, a perdu. Donc c'est ça. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on a eu le Mexique qui s'est aligné sur un accord au final dans la journée. Comme quoi, bah, le Mexique, c'est pas surprenant parce qu'ils sont très dépendants des États-Unis pour leurs exportations. Le Canada est dans une situation similaire, mais j'ai discuté avec des gens sur Twitter, c'est pas aussi clair, donc il faudra voir ce qui se passe dans les prochains jours pour ça. En tout cas, je suis en train de faire mes devoirs pour Khan Academy. Normalement, on essaiera de sortir une vidéo demain, normalement, si tout se passe bien. Mais ouais, la situation est complexe. Je pense qu'il faut pas tomber dans un des deux extrêmes à dire que c'est du bullshit, que de toute façon on est en up only, que tout est, enfin bref, que c'est Trump machin, etc. Parce que si Trump il a un objectif, c'est abattre l'ennemi, faire en sorte que les absolument. États-Unis soient numéro 1, que la Chine elle soit numéro 2 et que ça le reste. Ils ont des entreprises tech à faire grossir, des boîtes tout court à faire grossir, etc. Une économie à faire tourner et si ça doit passer par un peu de souffrance sur les marchés financiers, ça va pas le déranger. Pour repartir de plus belle après, peut-être, mais il faut pas tomber dans la position de se dire que ça peut pas dump et que Trump il est bullish et que ceci, et à l'inverse, ne pas tomber sur le fait de dire qu'on va à zéro et etc. etc. Vous connaissez la routine. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, bah, pour résumer tout ça, bah, ce qu'il faut en retenir, c'est que bah, les leviers, c'est pas faute de vous prévenir, c'est bien, ça permet d'aller plus vite à la hausse, mais aussi à la baisse. Je pense que tous ceux qui ont cherché à faire des loops en DeFi ou des gros effets de levier parce qu'ils étaient assez sûrs de leur coup, sont fait complètement zigouiller, dans les deux sens hein, d'ailleurs. Attendez-vous à ce que ce soit comme ça tout le temps. Parce que sous Trump, Trump, c'est ça, c'est très impulsif, ça fait très peur. Les gens détestent ça, mais il en joue énormément. Donc moi, je vais pas vous faire l'éloge de la politique de Trump. Il est comme ça en fait. Maintenant, vous le savez, Trump, c'est 4 ans de présidence. S'il reste au pouvoir, s'il lui arrive rien. Donc attendez-vous à 4 ans de swing comme ça. Et d'ailleurs, ça rappelle un peu le cycle de 2017. Alors moi, j'y étais pas, donc je n'ai que ce que j'en ai appris et ce que j'en ai retenu. Aussi par mes copains qui sont analystes on-chain, et qui partagent souvent des choses liées au cycle précédent. Et au cycle pardon, de 2017, on avait beaucoup, beaucoup de swing avec des grosses, grosses baisses, où c'était régulier de voir des moins 30, moins 40% sur les marchés, etc., à base d'annonces internationales qui faisaient vibrer les marchés. Alors dans un marché qui était plus jeune, qui était moins liquide, qui était en pleine euphorie aussi, mais ça rappelle un peu cette époque-là où les marchés dansaient un peu avec les news à l'international, donc c'est un peu rebelote, j'ai envie de dire, de ce côté-là.
Et toujours, hein, il faut garder en tête qu'un cycle type 2021, ça n'arrivera pas. Clairement, il faut s'enlever ça de la tête. Et il faut garder la tête froide et rester intelligent. Si Picsou était là, je pense qu'il aurait pu dire des choses intéressantes du point de vue de l'analyse technique. Moi, du peu que j'en vois et que je le maîtrise, moi, il y a des choses qui me plaisent. Je m'amuserai pas à être aussi pertinent que Picsou, clairement pas, mais il y a des choses qui sont intéressantes en tout cas, je trouve. Bah écoute, c'est simple les gars, on en revient à des choses qu'on répète en boucle, c'est que moi je crois ce que je vois et ce que je vois c'est qu'il y a Bitcoin et il y a le reste et je vous dis ça, j'ai quasiment pas de Bitcoin dans mon portefeuille parce que je fais partie des idiots qui veulent justement surperformer le marché. Alors moi je veux pas surperformer le marché avec des leviers. J'ai pris un pari perdant qui était de se dire qu'Ethereum va surperformer Bitcoin, qu'on va avoir un rebond sur l'ETH BTC. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas le cas. Et c'est pas le cas parce que justement, aujourd'hui, il y a de la demande sur Bitcoin, il y a des inflows sur les ETF. Donc, Bitcoin continue d'être à part. Et après, on a ce marché des altcoins qui ressemble comme d'habitude à un grand casino et qui va continuer de ressembler à un gros casino où, eh bien, comme à chaque fois, c'est la nouveauté, c'est ces projets qui ont une espèce d'aura qui tiennent un peu plus que la moyenne. Pour les citer, hyper liquide en ce moment. On peut voir un peu côté DeFi, on a du Hondo, etc. On a Plume qui a bien tenu parce qu'il est sorti récemment. Mais à quelques exceptions près, il y a tout qui dump. Et en fait, les gens, sous la panique, vendent ou alors font des rotations de liquidités. Et ça fait très mal. Donc, moi, personnellement, au final, j'ai rien fait de particulier parce que je suis toujours trop exposé et que j'avais pas l'intention de décaisser, mais je vais décaisser quoi qu'il arrive cette année sur des pré-sales que j'ai fait pour les citer, Plume, Pic et j'en passe, pour m'asseoir sur un paquet de stables parce que justement, des dips comme ça, on va en voir plein, je pense. On va en voir plein avec des causes Trump ou des causes autre chose. Mais voilà, si vous êtes surexposé, on fera très régulièrement des sondages, je pense, en plein live pour vous demander quelle est votre proportion stablecoin alt, où on lira à peu près comme à chaque fois, vous êtes à 90%, voire 100% dans les alts. Et comme à chaque fois, vous comme moi, on va se faire dézinguer et on se plaindra. Et c'est pas faute de répéter les mêmes choses. C'est la gourmandise et la gourmandise, elle nous tabasse. Voilà. Et de toute façon, on sait... Enfin, ou plutôt, c'est dur à admettre pour beaucoup de gens qu'aujourd'hui, il faut avoir une stratégie mixte et ne pas se dire je vais être full alt, full truc qui sont ultra hyper spéculatifs. Aujourd'hui, si on n'a pas de Bitcoin, pour moi, on fait une grave erreur. Alors, on peut mettre de l'Ether, on peut mettre du Solana dans son bag, mais je considère qu'aujourd'hui, ne pas avoir un gros bag de trucs solides, on se retrouve dans des positions où même déjà avec de l'Ether et du Solana, on galère. Alors se retrouver avec d'autres trucs, c'est que des petits altcoins qui sont hyper volatiles, c'est super compliqué. Et si vous n'avez pas de large cap et pas de Bitcoin, malheureusement, vous êtes dans une position où vous avez donné votre corps à la crypto et le marché joue avec vous, quoi, grosso modo. Donc je répète toujours la même chose, faites attention à vos bags et faites en sorte d'être diversifié et de résister à minima au risque comme on peut en attendant peut-être des jours un peu plus heureux. Ah, c'est bien résumé. Et du coup, ouais, je regarde CoinMarketCap, tout a plus ou moins fondu. Ce qui tient un peu plus, c'est tout ce qui va être DeFi ou Layer 1, donc en fait, qui génère du rendement ou qui a ce côté un peu marchand de pioche. Tout ce qui est beta play, moi, ce qui m'a choqué, j'ai fait un tweet à ce sujet-là, c'est notamment Eigenlayer. Tout ce qui est un peu beta play, par exemple, j'achète du Eigenlayer parce que je crois en Ethereum, ou j'achète un type de token parce que je crois en Solana, ou je crois en Sui, ou peu importe, eh bien, c'est des trucs qui vont fondre parce qu'ils sont illiquides et qu'à partir du moment où il y a un peu de panique, il y a des VC qui sont chargés comme des mules qui vont décaisser sur votre gueule. Et il y a surtout des gens qui connaissent très bien ce marché qui vont le shorter. Voilà. Donc, si vous aimez la volatilité, bah, encore une fois, ça monte très fort et ça baisse aussi très fort. Et moi, voilà, ça fait 8 ans que je suis sur ce marché. J'ai arrêté de venir avec mes grandes convictions en mode ça va aller, on va à 10 000 sur Ether, machin, truc. Je prends ce qu'il y a à prendre, mais je vous fais pas les histoires de c'est une correction de mi-cycle ou tous les 4 ans c'est la même chose, machin. On n'en sait rien en fait. C'est juste, vous prenez ce qu'il y a à prendre, vous avez votre stratégie, vous appliquez une stratégie et vous vous plaignez pas si après un x4, vous en voulez un x10 et que ça vous revient dans le visage. C'est tout. Clairement. Donc on va attaquer, si tu veux bien, Thomas, sur la partie Coin Hebdo. Ce sera une émission un petit peu plus courte que d'habitude parce qu'il n'y a pas Picsou aussi et qu'on revient d'OCR. Mais avant d'attaquer sur l'actualité, petit point sur CryptoXR, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Eh bien écoute, moi j'ai vraiment adoré, j'ai croisé plein de gens de Coin Academy et du crypto Twitter de manière générale. C'est toujours un plaisir de rencontrer les gens. En tout cas, c'est un plaisir pour
Pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'event, c'était la première fois que je sortais de ma chambre, donc c'était trop cool. J'ai vu plein de gens et des gens ultra sympas qui apprécient ce qu'on fait, et qui apprécient le fait qu'on passe du temps et qu'on fasse ça toutes les semaines, tout le temps. Donc ça m'a fait trop plaisir et j'ai rencontré du coup physiquement beaucoup de gens du crypto Twitter, du crypto YouTube, etc. Plein de créateurs de contenu et je trouve qu'en France, on a de la chance d'avoir des grandes têtes pensantes quand même. Il y a vraiment des gens qui sont bien intelligents, des gens qui pensent, des gens qui font les choses bien et des gens qui racontent plein de trucs intelligents. Donc voilà, c'était très cool. On a bien discuté avec tous ces gens-là. Et on a bien bu, on en a bien profité aussi. Voilà, c'était vraiment 3-4 jours. Je ne sais pas si les gens dans le chat ont pu venir, mais pour les prochaines éditions, si jamais ça vous intéresse, en plus, c'est vraiment pas cher, je pense, en termes de rapport qualité-prix, quand vous pouvez venir. Oui. C'est vraiment un bête event. Les conférences sont sympas. C'est pas des conférences de zinzin non plus, mais ça reste sympa. On découvre des choses qui sont sympas avec des intervenants qui restent sympas quand même. Donc, voilà, pour le prix, c'est, je pense, un très bon ratio. C'est surtout un bon moyen de faire un premier event sympa. Clairement. Du coup, moi, ce que j'en ai pensé, c'est que déjà, c'était bien plus professionnalisé par rapport aux events précédents. Ça faisait plus propre, plus organisé, c'était cool. Comme d'habitude, au niveau des soirées, tu te régales. Il y a un bar avec du soft et de l'alcool, ça sert très vite, voilà. Pour le coup, les boissons n'étaient pas offertes, si jamais je vous le dis, parce que souvent, en offre tout, en crypto, là, c'était pas le cas. Mais c'est pas grave. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous rencontrer. Je n'ai jamais été autant reconnu et remercié de ma vie dans un événement. J'avais l'impression d'être Inoxtag. Non, je rigole. Ah, c'était vraiment très 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 cool. Et à mon grand étonnement, c'était souvent des personnes plus âgées que moi d'ailleurs. J'ai l'habitude de, tu vois, que ce soit des gens plutôt de mon âge ou un peu plus jeunes. Là, en l'occurrence, c'était des gens qui avaient entre la trentaine et la cinquantaine, de tous les horizons, et qui venaient parce que je pense que justement c'était plus accessible et au cœur de la France, donc ça faisait aussi une petite balade pour la semaine. Donc vraiment très cool de vous avoir rencontré, encore GG à CryptoXR, et on va pouvoir attaquer sur l'actualité. Alors laissez-moi juste préparer tout ça. On m'entend bien accessoirement, il n'y a pas de problème de micro ou je sais pas quoi? Bah écoute, j'en ai pas de mon côté, hein. Je pense qu'on est pas mal. Parfait. Parce qu'il m'est arrivé une escapade à Auxerre, mon iPhone m'a lâché, donc j'ai dû changer d'iPhone, ça m'a déconnecté WhatsApp, ça m'a déconnecté de certains comptes Google et tout, c'était un peu le cauchemar. Et oui, je vous ai pas dit où est Picsou, et Picsou il est arrivé un petit peu plus tôt chez lui à Malte, et du coup il était KO technique, et je lui ai dit franchement, repose-toi frérot, et puis il fera probablement un live de son côté cette semaine, et on reprendra ce week-end pour la prochaine masterclass, bien sûr. Donc au niveau de l'actualité, comme d'habitude, merci beaucoup à Bitpanda de sponsoriser cette émission. On vous a fait un concours d'ailleurs récemment pour vous faire gagner des passes pour aller voir le match PSG Monaco au Parc des Princes. On a annoncé les gagnants tout à l'heure. Pour ce qui est du produit Bitpanda, donc c'est un produit qui vous permet d'investir en crypto, mais aussi dans des actions. Et comme vous le voyez, les cryptos, quand ça fond, c'est bien aussi de se diversifier sur des actions, notamment peut-être sur des plays type Nvidia, où tu vois que, on va en parler plus tard dans l'émission, il y a eu ce petit coup de chaud sur le marché traditionnel lié à l'IA. Mais bon, au final, Nvidia ne s'en sort pas si mal. On me demande dans le chat quels sont les stablecoins les plus sérieux. Je dirais USDC de très loin. USDT, ils sont sérieux dans la façon de fonctionner, mais ils n'ont pas le même historique. Donc si tu cherches vraiment le stablecoin régulé et centralisé le plus sérieux, je dirais que c'est l'USDC au jour d'aujourd'hui. Voilà. Donc, pour ce qui est de Bitpanda, on vous fera d'autres activations sur les réseaux sociaux, des concours, des contenus, etc. Je vous laisse en description un lien pour vous créer un compte si jamais vous voulez vous mettre au crypto. Quand on a des baisses comme ça en crypto, c'est aussi l'occasion de pouvoir rentrer enfin, parce que c'est toujours pareil. Il y a des gens qui se plaignent de perdre de l'argent, mais il y en a d'autres qui se plaignent de pas pouvoir rentrer parce que c'est trop cher. Et là, en l'occurrence, c'est peut-être l'occasion de commencer à rentrer. Je ne vous dis pas qu'on a le bottom, ce n'est pas mon propos. Encore une fois, je n'en sais rien. En plus, je ne fais pas d'analyse technique et moi, vous le savez que je suis toujours tête dans le guidon. Tout mon fric est en crypto. Nous ne savons pas si nous sommes au bottom. Est-ce que ça peut continuer de fondre? Oui. Est-ce que je pense que ça va continuer de fondre? Ça va dépendre en fait de Monsieur Trump, à quel point il a envie de foutre la zizanie sur les marchés. Donc je suis pas dans la tête de Trump. Mais voilà, vous avez une entrée qui est quand même plus intéressante, par exemple sur un Ether à 2700 $, ou même dans la nuit, on est allé plutôt sur du 2003, voire plus bas de ce que j'en ai vu, quand on est au-dessus de 3000. Et est-ce que je suis toujours bullish Ether personnellement? Oui. Et je vous dirai plus tard dans l'émission pourquoi. Voilà. Donc, on va parler rapidement politique pour commencer dans cette émission, parce que, on me dit dans le chat, on est tombé à 2100 sur Ether.
Pour ceux qui n'ont pas dormi cette nuit ou qui ont mis des ordres, c'était sexy. On va parler du coup politique. Parce que voilà, quand le marché a une tendance un peu haussière, il est quand même vachement lié à la finance traditionnelle. Donc c'est un marché qui est toujours extrêmement émotif et qui spécule vachement sur les annonces de la part de la Chine ou de la part des États-Unis d'Amérique, moins sur l'Union européenne, parce qu'en fait, l'Union européenne ne fait pas d'annonces, elle ne fait que réguler. Voilà. Donc, Trump qui nous annonce des petits tarifs douaniers de l'ordre de 10%, histoire de mettre un petit peu de pression et relancer le dialogue avec les différents gouvernements de l'Union européenne. Donc, on suivra ça avec attention. On a Macron qui s'est exprimé pour nous dire que si les intérêts commerciaux de l'Europe sont attaqués, il faudra se faire respecter. C'est pareil, nous en Europe, on a aussi des grandes entreprises et on pourrait très bien appliquer la même logique, mais dans les faits, on n'est pas en position de force. Donc, on verra. On verra à quel point Trump arrivera à ses fins. Ensuite, donc, Trump souhaite appliquer un programme politique en imposant des taxes dans les pays voisins comme le Mexique. Alors, on a eu une annonce il y a quelques jours où Trump disait qu'il voulait imposer une grosse taxe de 25% sur les produits importés du Canada ou du Mexique, parce qu'ils savent très bien que le Canada exporte énormément aux États-Unis, le Mexique aussi, et c'est des cas très différents. Je pense que d'un côté, Trump veut reprendre la main politiquement sur le Canada, qui est un gouvernement qui est un petit peu woke mondialiste, avec une logique qui rentre pas dans ses codes à lui. Donc je pense que au lieu de leur dire je vous envoie l'armée, il leur dit plutôt je vous taxe à la mort, et puis si vous pliez pas, je vais continuer de vous taxer à la mort. Et pour ce qui est du Mexique, c'est comme à l'époque du premier mandat où il nous disait je vais construire un mur, etc. C'est l'immigration illégale, le narcotrafic, etc. Donc si le Mexique ne fait pas des efforts pour contrôler son émigration illégale et le narcotrafic, et Trump leur dira vous voulez pas faire votre travail, et moi je vais vous taxer comme des porcs. Voilà, très simple, très simple. Mais du coup, on a quand même des bonnes nouvelles, c'est qu'à la suite de ces annonces qui ont foutu le marché sort dessus dessous, le Mexique a déjà plié. Donc il y a eu une discussion pour dire qu'ils vont mettre à la frontière 10 000 soldats et que ils vont faire le nécessaire. Donc comme dit, il passe pour un timbré, il passe pour un méchant, mais au lieu de parler, où on fait de la politique, de la diplomatie, on parle, lui, il a dit, ça va aller vite, et en fait, ça va vite. À partir du moment où tu leur dis, je te mets des impôts de malade, les gars, il n'y a pas le temps de parler. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est un peu une dictature par le pognon, hein, qu'on se le dise. Au lieu de faire une dictature par l'armée, c'est une dictature par le pognon. Mais attendez-vous à ce que ce soit comme ça tout le temps, avec tout le monde. Pour le moment, la Chine se montre coopérative. Et d'ailleurs, juste après cette émission... Si je peux te couper juste, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ce ne sont pas du tout les mêmes buts. En tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit les mêmes buts. Par exemple, avec le Mexique, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, le but, c'est de mettre pression pour justement avoir la frontière, réguler davantage les flux les flux narcotrafiquants et les flux de migrants, etc. Et je pense... Alors, à voir avec ce qui sera dit, parce que je sais qu'il y a le meeting avec Trudeau ce soir, du coup. Théorie perso, je pense qu'il veut que le Canada lui exporte moins cher le pétrole, parce qu'on sait que ça fait partie de son programme, de faire en sorte que l'inflation baisse, que la vie soit plus simple pour les Américains, etc. Donc je pense qu'il veut mettre une pression de ce côté-là sur le Canada. On sait aussi qu'il y avait eu des accords avec l'OPEP pour que les pays du Moyen-Orient exportent un peu plus de pétrole et en produisent plus. Alors c'est pas suffisant pour dire qu'ils peuvent se passer du Canada, mais je pense que ce qu'il veut, c'est faire en sorte que le Canada, qui exporte généralement vers les pays nord, les États nord-américains, baisse un peu ses tarifs de ce côté-là. Je pense que c'est surtout ça qu'il veut. À voir ce qui sera dit à la fin d'un meeting et d'un potentiel accord, mais c'est compliqué. Le Canada, c'est vraiment plus compliqué. Pétrole, électricité, gaz, ouais, exactement. Il y a aussi ce sujet des banques US non acceptées là-bas pour implanter son système bancaire là-bas. Ouais, donc c'est vraiment de la politique et rien que de la politique. Et il veut que ça aille vite. Donc du coup, c'est des phrases choc. Et vous pouvez voir les phrases choc à chaque fois en exclusivité d'abord sur son réseau social, Truth Social. Ça vous permet de comprendre très vite. Alors je sais pas si nous en Europe on peut créer un compte, activer les notifications, etc. Mais en tout cas, tous les relais que vous voyez sur Coin Academy ou ailleurs, finalement, ce sont des gens qui lisent le compte Truth Social de Trump. À l'époque, Trump s'exprimait sur Twitter, voilà. Et puis, quand il a fait son espèce de coup fourré au Capitole, il s'est fait bannir de partout. Donc, il a dit, vas-y, si je suis banni de partout, je suis mon propre réseau social. Et de toute façon, qui va me bannir puisque c'est à moi. Voilà, logique.
comme Musk l'a fait au travers de Twitter en fait. Voilà, donc le marché n'aime pas l'incertitude. D'abord, on nous a parlé de plus de 2 milliards de dollars de liquidation sur les exchanges, mais on a appris plus tard qu'on n'avait pas suffisamment d'informations liées aux API fournies par les exchanges et qu'en réalité, on est peut-être à beaucoup plus de milliards. Ça nous annonce entre du 8 et 10 milliards, donc on en sera peut-être plus tard. Mais voilà, tous les gens qui ont voulu envoyer des gros leviers en mode turbo de run it back et tout se sont fait dézinguer. Donc les leviers, faites attention. Moi, j'ai jamais mis les pieds dans un levier. Ça m'empêche pas de faire des sous sur ce marché. Picsou maîtrise très bien les leviers. Ça le regarde et c'est le premier à vous dire de faire attention avec les leviers. Donc, faites gaffe à vous. Et du coup, ça va vous faire quand même des belles opportunités sur le marché. On a eu du rouge partout. Bon, là, ça a bien rebondi. Mais ça permet d'avoir des bonnes entrées. Maintenant, choisissez bien vos entrées parce que comme vous le voyez, c'est un marché qui sait être très débile pendant très longtemps, mais la débilité, elle peut changer très vite. Je pense à certains meme coins, pas tous, parce que les meme coins de Mourad, il y en a plein qui s'en sont bien sortis, même s'il y a eu une baisse récente. Je pense aux agents IA dont on vous a beaucoup parlé. Ça n'empêche pas que je crois à l'avenir des agents IA, mais est-ce qu'on n'aurait pas trop surpricé les prix des jetons des agents IA? Visiblement si, mais ça s'applique à tout. Les bêta play Ethereum, les bêta play Solana, les altcoins où on ne sait même pas à quoi sert le jeton, etc. Donc faites attention à vous, encore une fois. Pour la bonne petite nouvelle, l'impôt sur la fortune improductive, le sujet qui avait été lancé il y a quelques jours, a finalement été supprimé du projet de loi finance de 2025 en France. Alors c'était un impôt qui s'adressait surtout aux gens qui avaient plus de 2,5 millions ou 2,7 millions d'euros de capital. Au final, ça a sauté parce que c'est un impôt, oui, ça collecte des fonds, mais ça fout surtout dehors pas mal de gens. Déjà qu'ils ont mis pas mal dehors d'entrepreneurs français dans la crypto, là ça aurait été la goutte d'eau, je pense. Et maintenant on va parler de Nvidia et de l'affaire DeepSeek. Vous avez probablement entendu parler de cette histoire, vous n'avez pas trop compris, donc je vais vous expliquer ça bien comme il faut. Alors c'est très simple, la Chine a, comme d'habitude, fait le nécessaire pour briller à l'international sur ses valeurs tech, puisqu'on parle beaucoup des entreprises tech, les GAFAM, etc. Mais il ne faut pas oublier que les Chinois, ils sont partout aussi. Même si ce n'est pas des produits qu'on utilise toujours, ils sont quand même là sur les véhicules électriques, ils sont là sur les moteurs de recherche, sur le cloud, sur les smartphones, sur les composants, etc. Et on les voyait moins sur le secteur de l'IA. Donc aujourd'hui, le grand leader du secteur de l'IA, c'était en premier lieu ChatGPT avec l'entreprise OpenAI. On a aussi l'entreprise Meta qui a fait un modèle open source qui s'appelle Llama 3, mais qui est quand même pas très quali, à part si vous arrivez vraiment à bien le modifier à votre sauce, mais par rapport à du ChatGPT, il n'y a rien à dire. Et pour la première fois, on se retrouve avec un gros concurrent de ChatGPT qui, en plus de ça, est beaucoup moins cher et beaucoup moins gourmand en performance. Donc, qu'est-ce qui fait un bon modèle en intelligence artificielle? C'est un modèle avec des bons paramètres et un modèle avec des bonnes données pour l'entraînement de ce modèle. Voilà. Donc, pour ce qui est des données, on n'a pas trop d'infos à ce sujet-là. La Chine s'est vantée d'avoir utilisé très peu de données, des données de qualité et surtout d'avoir eu un entraînement qui aurait coûté quelques millions de dollars, là où justement on parle de centaines de millions de dollars, voire milliards de dollars pour ChatGPT. Et pour ce qui est de la puissance de calcul pour exécuter ce modèle, on est sur soi-disant un parc informatique de 10 000 puces NVIDIA A100. Donc, j'ai pas le prix individuel d'NVIDIA A100, mais pour vous expliquer un petit peu, si vous voulez, Nvidia, donc c'est une entreprise américano-taïwanaise, surtout américaine, qui abreuve le monde entier de cartes graphiques, que ce soit pour du gaming, pour de l'IA, du montage, etc. Et comme la Chine aujourd'hui, au grand jeu du capitalisme, au grand jeu de la mondialisation, la Chine ne fait que monter parce que les Chinois sont beaucoup plus bosseurs et beaucoup plus nombreux que le reste de l'humanité. Eh bien, les Américains ont essayé de leur mettre un petit peu des bâtons dans les roues, en évitant l'exportation justement de cartes graphiques dédiées à l'IA, mais aussi de cartes graphiques haut de gamme pour le gaming. Et du coup, ce que fait la Chine de son côté, c'est qu'elle essaie tant bien que mal de récupérer des cartes graphiques, notamment en faisant du business avec Singapour. J'ai appris récemment que Singapour est un gros acheteur de cartes graphiques Nvidia, et il semblerait que Singapour abreuve le marché chinois de cartes graphiques Nvidia. Et donc, c'est pour ça que on nous dit officiellement que la Chine aurait seulement 10 000 puces Nvidia A100 pour son modèle DeepSeek, mais on a des professionnels de l'IA qui nous disent que ce ne serait pas 10 000 cartes graphiques, mais plutôt 50 000. Quel est l'intérêt de mentir? L'intérêt, il est double. Le premier, c'est que s'il y en a 50 000, ça fout dans la merde la Chine et ses partenaires commerciaux, et ça pousse du coup les États-Unis à redoubler d'efforts pour empêcher l'exportation de cartes graphiques. Donc du coup, vaut mieux dire oui, j'en ai eu quelques-unes par-ci par-là,
plutôt que dire ouais en fait t'as mis en place des règles mais tes règles j'en ai rien à secouer, je vais me servir chez les voisins. Le deuxième message c'est de dire regardez qu'est-ce qu'on est bon avec aussi peu de puissance de calcul, on arrive à faire aussi bien que ChatGPT et moins cher. Les Américains vous mentent et vous montrent que ça coûte très 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 cher et que ChatGPT ça doit coûter très cher aussi. Bah nous on vous prouve que ça a pas besoin d'être cher et que les Chinois sont largement capables de faire mieux avec moins. Et factuellement c'est vrai. Que ce soit 10 000 cartes graphiques ou que ce soit 50 000, finalement, ça reste très peu par rapport aux moyens qui sont mis en place par Grok de Twitter, ChatGPT d'OpenAI et Llama 3 de Meta. Voilà pour les nouvelles. Et du coup, toujours pour les bonnes nouvelles, on a Elon Musk qui proposerait l'utilisation de la blockchain pour réformer la gestion publique américaine. Alors ça, je vais regarder ça avec attention. Excusez-moi, on me dit dans le chat, il n'y a pas de crash qu'appelle le casino hype. Tiens, on est bon. C'est pas faux ce que tu dis. Donc ouais, pourquoi la nouvelle est plutôt bonne? Alors, quelle blockchain va être utilisée par le gouvernement Efficiency, le Doge? On ne sait pas. Est-ce que ce sera une blockchain faite sur mesure? Est-ce qu'ils vont utiliser différents types de blockchains? Si oui, lesquels? Parce que forcément, ça va envoyer un signal positif, les gens vont spéculer dessus. La logique voudrait que ce soit plutôt Ethereum, je pense. Ou alors qui nous fasse un fork du Doge ou un layer 2 sur Doge avec Doge qui sera un settlement layer et un truc par-dessus, mais je ne pense pas. On va pas se mentir. Moi, je miserais sur Ethereum. Un layer 2 dédié Ethereum, en vrai. Ça ferait sens. Ouais, ou un L2. En plus, ils avaient, de ce que j'avais compris, ils avaient des discussions avec Movement récemment. Donc, peut-être quelque chose dans ce sens-là, un layer 2, peut-être un layer 2 Movement, quelque chose comme ça. En vrai, ça ferait sens. Peut-être bien. En tout cas, je pense pas que ce soit Bitcoin parce qu'il est pas fait pour en l'état et que c'est trop galère. Même si on voit des trucs type RGB, Taproot, Assets, etc., c'est pas fait pour. XRP, j'y crois moyen, surtout que politiquement, c'est des anciens soutiens du gouvernement Kamala Harris, donc c'est pas trop les copains Musk-Trump. Voilà. Solana, ouais, donc Solana, pourquoi pas? Mais je miserais plutôt sur Ethereum. Maintenant, l'avenir nous le dira. Et du coup, ça servirait à quoi? Eh ben, ça permettra d'avoir une meilleure traçabilité et transparence des dépenses du gouvernement et donc d'éviter qu'on apprend par les médias après des enquêtes et après un changement de gouvernement que y a je sais pas combien de bureaux qui ont été financés par de l'argent public, on sait pas trop à quoi ils servent, que ce soit pour du big pharma, pour du lobbying, protection des minorités, de l'immigration légale et illégale, etc., etc. En ce moment, en fait, pourquoi je me permets de vous dire ça, c'est que le Twitter d'Elon Musk, c'est bon, je pense qu'il est pas tout seul à le tenir, clairement. C'est une usine à propagande pro-Trump. Et donc, je m'attends vraiment à ce qu'il y ait une réforme qui serait qualifiée par chez nous d'extrême droite. Et je m'attends à ce que ça se passe sur Ethereum. Parce que, idéologiquement, pour moi, c'est Ethereum qui est le plus à même de permettre ce niveau de décentralisation. Le gouverneur de la Banque centrale tchèque veut allouer 5% des réserves nationales en Bitcoin. Alors, la République tchèque, qui est un pays de l'Union européenne qui n'utilise pas l'euro comme monnaie, mais qui utilise sa propre monnaie, est un pays avec des grandes réserves. C'est un financier à sa tête, de ce que j'en ai compris. Et lui, du coup, explique que ça pourrait être bien de mettre des bitcoins en réserve, comme tu mettrais des réserves en or ou des actions ou ce genre de choses. Avant que vous vous disiez, ouais, mais c'est pas ce que Satoshi voulait, etc., vous lui avez parlé à Satoshi? Parce que pas moi. Et plus sérieusement, je le dis souvent, Alphine est la première personne à avoir reçu des bitcoins de la part de Satoshi. Parler déjà justement d'un système bancaire avec un étalon bitcoin, au même titre que l'étalon or à l'époque. Et c'est finalement aussi ça, le rôle de bitcoin à mon sens, c'est d'avoir une encre où on connaît la masse monétaire, on connaît la politique monétaire et surtout où on a laissé des années et des années absolument tout le monde la possibilité d'en miner, d'en acheter, d'en vendre. Il n'y a pas eu un gouvernement qui a été avantagé plus qu'un autre, à part peut-être le gouvernement chinois dans un premier temps, justement parce qu'ils avaient l'accès à du hardware et de l'électricité moins chère. Mais ça, c'est plus au goût du jour. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mining qui a été transvasé aux États-Unis parce que les États-Unis ont maintenu une énergie pas chère. Les autres gouvernements du monde entier n'avaient qu'à faire la même chose. Et pour ce qui est de la production du hardware, aujourd'hui, les principaux ASIC sont produits soit via Bitmain, qui se sert en semi-conducteur à Taïwan, soit des entreprises canadiennes, soit des entreprises japonaises, soit même Intel, je crois, qui produit des ASIC. Donc, encore une fois, c'était au gouvernement de s'adapter. Et la République tchèque semble s'adapter, donc je leur dis un gros bravo. Et 5% de 140 milliards, ça fait quelques milliards quand même.
Et Ça fait quelques milliards. On c'est sait pas à parce quelle que c'est un échéance ou petit pays. pas? Alors je t'avoue que je découvre l'info en même temps que toi, donc D'accord. j'aurais pas le détail. Mais en tout cas, ça reste, c'est pas parce que c'est un petit pays que c'est inintéressant, et au contraire, c'est par les petits pays, je pense qu'on verra les plus grands changements, parce que nos vieux pays occidentaux sont bien trop vieux et bien trop lents, et ne pensent pas suffisamment vite pour agir aussi vite que les autres pays, et avec des politiques qui sont totalement divergentes. Donc c'est très très cool de voir que même en Europe, il y a des choses qui se développent. Ouais, mais en Europe, dans un pays qui a négocié pour faire des échanges avec le reste de l'Union européenne, mais pas imposer à leur peuple l'euro. Mm. C'est important de le préciser, Mm. ça. C'est important de le préciser. Chacun aura son avis sur cette phrase, bien entendu. Ensuite, donc TTR, 14 milliards de dollars de profit en 2024 et une expression sur le Lightning Network. Alors Tether a encore plié un classique, c'est absolument magnifique ce qu'ils font, qu'on se le dise, surtout quand on connaît l'histoire historique. Tether qui a subi un FUD, une pression du jamais vu sur ce marché, du jamais vu, mais qui ont réussi à proposer un produit, donc $1 sur les exchanges qui justement circule sur de nombreuses blockchains, Tether Transparency. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le Tether aujourd'hui est sur énormément de blockchains différentes. Énormément de Tether sur Ethereum, mais aussi sur Tron, quoi qu'on en dise, il y a 60 milliards. Puis un petit peu sur Solana, un petit peu sur Ton, un petit peu sur Omni, parce que historiquement c'était sur Omni, qui était une sorte de layer 2 sur Bitcoin d'ailleurs. Et aujourd'hui, on revient sur un nouveau layer 2 de Bitcoin. Il y a Liquid aussi, qui est un autre layer 2 de Bitcoin. Et ce layer 2, c'est le Lightning Network. Donc, comment ça va se faire? En quelle quantité on va avoir du Tether? Je ne sais pas, mais à mon avis, là où tu as l'USDC qui va s'implanter un petit peu partout dans les pays émergents, au travers de Solana, le layer de Base, etc., je pense que Tether va essayer de jouer la carte Bitcoin. Justement, ils se sont implanté au Salvador, de ce que j'ai vu. Le Lightning Network a eu son petit essor au Salvador, justement. Et donc, peut-être qu'on va avoir un petit comeback du Lightning Network. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le Lightning a ses problèmes. En attendant d'avoir des solutions mieux en termes de layer 2 et des vrais layer 2, si jamais ça arrive, c'est le moindre mal qu'on a. Après, ça a les mêmes problèmes de scalabilité que Bitcoin. C'est que quand Bitcoin coûte cher, Lightning coûte cher. Il y a les problèmes avec les canaux qu'il faut ouvrir, etc., que on a suffisamment traité. Donc, il faut voir ce que ça donne. Est-ce que en plus de ça, le Lightning Network est suffisamment développé? Et ben, ça, c'est dans les pays un peu moins développés qu'il faut aller poser la question. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'en de manière générale, ce soit très développé. Donc, il faudra voir ce que ça donne, hein, j'ai envie de dire. Ouais, bah je pense que là, tu vois, on est à un demi-milliard d'actifs sous gestion pour Lightning, qu'on va voir différentes solutions de layer 3 en surcouche de Lightning ou autre pour de la tokenisation, etc. Et c'est peut-être le début de quelque chose de nouveau. En tout cas, de toute façon, Tether, ils font pas de jaloux, hein. Ils sont un petit peu partout, là où il y a de la demande. Le but étant, encore une fois, d'étendre leur empire. Et c'est un business qui tourne bien. Et en plus de ça, voilà, déjà, bon, ils proposent un stablecoin, mais aussi ils font des investissements en Bitcoin et en or. Et il faut savoir que le Bitcoin et l'or aussi ont pris en valeur. Donc c'est juste classique sur classique de leur part. Est-ce que tu avais préparé des choses de ton côté, toi Bah, tu vois, moi j'ai passé l'après-midi à regarder un peu tout ce que Trump a fait, essayer de démêler un petit peu ce qu'on pouvait attendre. Donc de mon côté, j'ai pas forcément des milliers de choses, hein. Je vais pas mentir. Ok, très bien. Bah écoute, je continue. Permets-toi de m'interrompre, parce que là, Bien je sûr. parle beaucoup. Il n'y a pas de souci. Je regarde le chat aussi, bien sûr. Pareil, moi j'étais à Auxerre cette semaine. J'étais moins dans le fonda. J'ai quand même essayé de vous noter des choses. On va parler notamment d'Hyperliquid. Bah, c'est Picsou qui m'a parlé de ça. Ils en ont parlé dans un premier temps sur Discord. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, je j'ai pas la prétention de vous dire de maîtriser le sujet de A à Z, mais je le maîtrise suffisamment pour vous expliquer que c'est cool. Alors, Hyperliquid, vous le savez, pour le moment, c'est une blockchain qui est basée sur le consensus. Je l'ai plus. Bon, bref, un consensus semblable à celui de Sui, Aptos, Libra, Diem, etc. Hyper BFT. Hyper BFT, c'est ça. Qui est lui-même basé sur Hot Stuff. Voilà, j'ai le nom. C'est bon. Donc c'est un peu la même tech, c'est des consensus où, comme pour Cosmos, on cherche pas à avoir un nombre de validateurs absolument incalculable. On aura des dizaines de validateurs, voire une centaine, grand max, je pense. Je ne m'attends pas à avoir Hyperliquid avec plus de 100 validateurs, parce que plus tu augmentes ton nombre de validateurs, plus l'information doit faire le tour de la planète, et donc plus tu augmentes ta latence.
donc des transactions moins rapides, et tu as aussi moins de transactions par seconde. Et comme eux, ils veulent que ça envoie, et bah du coup, ils essaient d'avoir un truc un peu centralisé. Voilà. Et après, c'est à la communauté de juger. Là, en l'occurrence, on considère que des dizaines de validateurs, c'est suffisant, et puis même dans l'écosystème Cosmos, c'est suffisant. Et donc, pour le moment, ce moteur Hyperliquid, il ne fonctionne pas avec la machine virtuelle d'Ethereum. Donc, ils ont annoncé Hyper-EVM, qui serait justement une blockchain à part, de ce que je comprends, qui tourne avec l'exécution de l'EVM. Et cette blockchain, elle aurait un modèle de dual block, c'est-à-dire qu'on aurait des blocs très petits et très rapides, et donc aussi avec une latence ultra basse, probablement une latence de 100 ou 200 millisecondes par bloc grand max. Et si c'est insuffisant parce que peut-être que les frais de transaction coûteraient trop cher, ou quand on a envie de stocker des grosses quantités de données dans ces blocs, que sais-je, eh bien on propose aussi des blocs plus lents. C'est-à-dire que si on a besoin de faire des transactions très rapides, comme faire une transaction d'un point A à un point B, ou créer un ordre, modifier un ordre, peu importe, on passerait sur les fast blocks. Et puis pour tous les autres usages plus complexes, comme le swap, je sais pas, des protocoles de lending borrowing un petit peu complexes, des trucs qui nécessitent du multicall, et bien là, à ce moment-là, on passe sur des blocs plus lents. Donc comment ça se passerait? Ça se passerait du côté des développeurs. Un développeur d'application choisirait s'il vient stocker son information sur les petits blocs ou sur les gros blocs. Pour ce qui est des frais de transaction, j'en ai pas la moindre idée. On verra ça, mais c'est quelque chose qui n'existait pas jusque-là. Donc, tu vois, type EVM user modify using big blocks true. Voilà. Tu dis true si tu veux passer par le gros bloc, false si tu passes pas par le gros bloc. Aussi simple que ça. Mais, Quand est-ce que ça se mettra en place, je sais pas. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça va être aux devs de voir ce qui est le plus opti. Typiquement sur Solana, on sait qu'il y a des problèmes, tu en avais parlé récemment, des problèmes au niveau de l'optimisation, de l'utilisation du gaz, où parfois ça bloque parce que c'est mal optimisé. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que typiquement, on sait que sur Hyperliquid, il y a des dizaines et des dizaines de transactions qui sont juste par exemple des cancel orders. Tu poses un ordre, tu annules ton ordre, et ben ça, typiquement, tu n'as pas besoin de le faire passer en 0,2 secondes, en 200 millisecondes. Tu as juste besoin qu'il soit stocké quelque part, n'importe quand, et tu n'as pas besoin que ce soit fait forcément ultra rapidement. Donc ça va permettre d'avoir des usages qui vont être hyper customisables. Et l'Hyper-EVM sur Hyperliquid, c'est un vrai sujet. Ça va vraiment être quelque chose de vraiment vraiment intéressant. La vidéo sur Hyperliquid, elle est prête. Ils n'ont plus qu'à avoir une petite minia sympa, histoire qu'elle parte sur Coin Academy. En tout cas, il y a vraiment plein de choses intéressantes, et de toute façon, ça se voit sur le prix du hype, où en fait, c'est un produit qui brasse tellement d'argent que là, sur le crash, en fait, tous les gens qui ont perdu de l'argent sur les trades, ils ont juste servi à ce qu'il y ait des buybacks de tokens. Le produit, en fait, ne meurt jamais, même par des temps de bear market, ou en tout cas de grave liquidation, etc. Ben, le produit ne meurt pas. Donc c'est assez fou. Enfin, moi, je trouve que tout est si bien pensé pour que ça tourne, et l'Hyper-EVM, j'ai très hâte qu'elle sorte, parce qu'il y a plein de projets intéressants qui build. Donc voilà, si vous en avez, je pense que vous avez quelque chose de solide, et au niveau du fondamental, ça avance fort aussi, même si on avait pu les critiquer par le passé. C'est ça. Encore une fois, ce sera moins décentralisé que Solana et moins décentralisé qu'Ethereum, et à peu près au niveau des chaînes Cosmos, ou peut-être un peu plus centralisé encore, mais ce sera toujours plus décentralisé que l'état actuel des Layer 2. Donc pour moi, tu vois, on parlait d'abstract en guise de consumer chain. Moi, j'essaie de poser un nom à Hyperliquid, en sachant que j'en ai pas et qu'il faut que je rentre. Je l'ai toujours pas fait, il faut que je rentre dedans. Donc pour ceux qui se posent la question, est-ce que c'est trop tard? Moi, je considère que non. Après, je suis pas devin. C'est une consumer chain, dans le sens où, au lieu de se dire on fait un layer 1 qui fait tout, et ben d'abord on se concentre sur un usage, c'est-à-dire le DexPerp, un autre usage, le marché spot, et puis on ouvre un petit peu les vannes pour d'autres types d'usages. On a pu voir des agents IA, etc. Et puis potentiellement, eh bien pour chacun de ces usages, eh ben peut-être on met en place une infra adaptée. Donc, je suis pas capable de vous dire comment va se passer la dualité entre Hyperliquid OG et le Hyperliquid VM. Comment ça se passe au niveau des validateurs de blocs, de l'utilisation d'un wallet, etc. Mais ça avance bien. De ce que j'ai vu, en tout cas en termes de consensus, ce sera la même chose. C'est le consensus de base. En termes d'utilisation, je pense que ça fonctionnera avec un Rabbi classique. Parce que ce qui est intéressant, justement, je vois la question de Ryan sur le chat qui dit sur Hyperliquid, on peut vendre de l'Ether. Je trouve que niveau spot, ça manque pour le moment. C'est prévu avec l'Hyper-EVM, parce qu'en fait, l'Hyper-EVM va permettre d'intégrer un truc qui est pour moi game changer, et dont je vous parlerai dans la vidéo, c'est le fait
que en fait, le standard de token Hyperliquid va être interconnecté nativement avec son standard sur l'EVM. Donc vous allez avoir l'ETH par exemple, vous avez l'Ether sur Ethereum, vous allez avoir l'Ether 1 pour 1 sur Hyperliquid qui va fonctionner atomiquement, et vous allez pouvoir swap vous allez pouvoir utiliser soit l'un soit l'autre sur les différents usages, et ça va fonctionner sans que vous ayez rien à faire. C'est pas un bridge où vous devez bridger vous-même. Si vous avez de l'Ether sur Ethereum et que vous voulez l'utiliser sur Hyperliquid, de ce que j'en ai compris, ça fonctionnera. Et inversement, les actifs spot qu'il y a pour le moment sur Hyperliquid, donc grosso modo l'écosystème Hyperliquid, sera utilisable en DeFi sur les EVM, les réseaux EVM, de la même manière. Donc je trouve ça vraiment intéressant, et du coup le spot, c'est là le plus grand enjeu, c'est que je pense vraiment qu'on va avoir un marché spot qui sera comme Binance en fait. Et c'est ce que Léo a pu déjà dire sur X, et c'est ce que je rappellerai dans ma vidéo, mais je pense que le plus gros des catalyseurs, ça va être le marché spot, qui ressemblera grosso modo à votre Binance. Alors, est-ce qu'on va avoir le BTC natif, le WBTC, un autre type de BTC, etc. Je n'en sais rien. En tout cas, pour les autres tokens EVM, on aura, je pense, l'équivalent en fait, juste d'un Binance, d'un Coinbase, et on espère avec une rapidité d'exécution pour avoir le spot, comme ils ont pu le faire sur les perps, où ils étaient en avance de 24-48 heures par rapport à n'importe qui sur le marché. Donc, je vais dire une petite dinguerie dès que t'as fini. Vas-y, je t'en prie. Tu connais Monad? C'est pas sorti? Non. Pourquoi choisir Monad quand Hyperliquid existe? Le problème, c'est que si je commence à donner mes takes sur Monad, les gens vont me détester. Moi, Monad, je n'ai jamais compris le positionnement. C'est pas suffisamment rapide pour dire que c'est bien. Enfin, c'est très rapide. Mais je veux dire, Hyperliquid fera mieux, vu qu'il y aura 2 fois plus de Hyperliquid TPS sera en plus EVM. centralisé. Hyperliquid sera plus centralisé, donc il sera plus puissant par définition. C'est ça. Et quitte à avoir un truc rapide, en fait, Mega ETH sera juste ultra rapide parce que très centralisé, même si du coup il y a les validateurs qui vont vérifier les transactions, mais Hyperliquid en fait va avoir les mêmes avantages, mais juste avec un réseau établi. Alors je dis pas que j'enterre pas Monad, avant qu'il soit né, bien entendu. Mais moi, j'avoue que j'ai toujours eu du mal à percevoir la proposition de valeur, même juste mis à côté d'un méga ETH. Pour moi, j'ai du mal, à part dire que c'est un layer 1 qui est comme Ethereum, mais en plus rapide. Ils ont fait en fait juste des choix différents en termes de consensus, avec moins de validateurs qui se mettent entre eux et après qui font consensus entre eux. Et ensuite, par-dessus, il y a une deuxième couche qui va vérifier ce que font les premiers. Bon. On verra ce que ça donne sur le mainnet, mais ce serait bien qu'il bouge parce qu'il me semble qu'il n'y a même pas de testnet sur Monad, donc ça commence à être un peu gênant pour un truc qu'on attend depuis plus d'un an et demi, voire plus. Je sais pas. Je n'ai pas d'infos. Ouais, écoute, en tout cas, Hyperliquid, c'est très très intéressant, même fondamentalement. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'être trader pour voir le potentiel, mais au final, toutes les as sont alignées. C'est pour ça que je me suis tâté jusqu'à présent, mais là, il va falloir que je rentre. Parce que pour moi, c'est du niveau de Solana cycle précédent. C'est-à-dire que, voilà, faisons des comparaisons. On a Ethereum qui vit son moment Cosmos Network. Alors désolé, je veux pas vous froisser, les gars. Je vous explique pourquoi il vit son moment Cosmos Network. Parce qu'Ethereum, c'est une bête de tech, c'est une bête de communauté et c'est une bête idéologique. C'est-à-dire que du point de vue idéologique, c'est la décentralisation, lutte contre la censure, etc., etc. C'est une grande bureaucratie avec de l'ossification, c'est-à-dire qu'on peut pas aller trop vite, on souhaite pas aller trop vite parce qu'on se dit on a trop de poids sur les épaules, on veut pas foutre le bordel, etc. Donc justement, t'as Paradig qui a fait un article sur ce sujet. On va vous en faire une traduction sur Coin Academy normalement demain, où justement Paradig dit il faut pas croire qu'on ne peut pas délivrer beaucoup plus vite tout en maintenant la vision d'Ethereum. Je l'ai peut-être mal dit. En gros, on peut garder cette vision de décentralisation, de super ordinateurs décentralisés, puissants, etc. Mais il va falloir aller plus vite. Et donc, ils disent que eux, à leur niveau, ils vont tout faire pour qu'Ethereum aille plus vite, en sachant que Paradigm, il propose quoi? Il propose un client d'exécution, mais il reste après toute la partie consensus, et puis il y a plusieurs clients, que ce soit d'exécution et de consensus, et puis il y a la bureaucratie autour de la foundation, etc. Et en fait, il explique que aujourd'hui, il faut vraiment se poser sur les vrais sujets et aller plus vite. Donc les vrais sujets, ils sont posés ici. Tu as déjà le Pierre d'As et les paramètres pour les blobs pour justement augmenter l'espace pour les blobs et avoir plus de puissance pour les roll-ups. Proposer des roll-ups qui soient bien mieux intégrés au L1 pour améliorer la sécurité et puis potentiellement valoriser aussi l'économie autour du token ETH. Revoir les opcodes et leur prix.
Donc les opcodes, c'est les fonctions, soustraction, addition, multiplication, choper une information à tel bloc, historique de transaction, etc. À chaque fois que vous développez une application sur Ethereum, vous faites appel à différentes fonctions. Ces différentes fonctions, elles ont un coût, mais le coût, il a été défini arbitrairement par, dans un premier temps, les développeurs d'Ethereum, puis dans un second temps, la communauté Ethereum. Et en fait, il se pourrait très bien qu'il y a certaines actions qui sont faites, certaines fonctions qui sont exécutées qui coûtent beaucoup plus cher que ce qu'elles devraient. Et donc, forcément, en réduisant le poids de ces fonctions, eh bien, mécaniquement, on peut exécuter plusieurs fois de cette même fonction sans remplir un bloc. Donc, on peut effectivement augmenter l'espace de bloc, mais on peut aussi optimiser le coût des fonctions. Et toujours dans cette même logique, augmenter l'espace pour les blocs et améliorer aussi le count abstraction et l'UX pour les utilisateurs. Donc tout ça, c'est des sujets qui doivent être pris très au sérieux et il faut que ça avance très très vite parce que le constat est implacable aujourd'hui parce que ça va pas assez vite par rapport à la demande. Les gens vont sur des systèmes beaucoup plus centralisés, Cosmos, Hyperliquid, Solana, Sui, pour les citer les principaux. Et ça va pas aller en s'arrangeant. Donc il faut qu'Ethereum se remette au niveau. Exactement. Les gens, s'ils me connaissent, savent que moi, j'avais déjà vendu un peu d'Ether pour du hype, ce qui m'a bien aidé récemment, on va pas se mentir. C'est toujours facile après coup, mais moi, ma take, c'était de dire que, en fait, je veux aussi que les gens comprennent que c'est pas parce que ça vaut 8 milliards que c'est cher. Vous le comprendrez dans la vidéo qui va sortir sur Khan Academy, où je les compare en fait aux autres protocoles qui font la même chose. Et en fait, on se rend compte qu'Hyperliquid actuellement n'est même pas spécifiquement cher, qu'ils ont encore tout à développer et qu'ils ont tellement une communauté qui est engagée, forte, avec un écosystème qui est fort, que déjà rien que ça, c'est un catalyseur, que les revenus qui sont générés sont vraiment ahurissants et quand on les compare à la market cap, je vous promets, vous le verrez dans la vidéo, que on est vraiment sur des proportions qui sont vraiment très très bonnes en fait et qui laissent de l'upside et le tout pour un layer 1 nouveau et on sait que les layer 1 nouveaux ça plaît, que l'hyper EVM ce sera des frais en plus donc des revenus en plus. Si tu veux peut-être montrer Capet, je suis allé chercher. Ouais, je cherchais un lien spécifique pour les revenus. Si tu veux, mets ton écran sinon. Hein. Voilà. Tac, je l'ai mis, ouais. Ce sera mieux, vas-y. Tac. Donc là, en fait, vous êtes sur le site du coup hypeburn.fun qui est un des onglets qui est un des onglets de Hyperscan qui regroupe plein de données différentes en fait sur Hyperliquid. Vous avez des données sur le staking, vous avez des données sur les transferts, les statistiques de manière générale. Vous voyez qu'aujourd'hui, avec toutes les liquidations, tout ce qu'il y a eu sur le marché, ils ont fait 4 millions de dollars. C'est hallucinant les revenus qu'ils font, et là 4 millions c'est un peu au-dessus de ce qu'ils font d'habitude. Ils sont plutôt entre 2,5 millions, sans compter les enchères, sans compter le layer 1 où ils vont brûler les frais typiquement, enfin bref, là on est vraiment sur 4 millions et c'est 100% buyback en token. On en pense ce qu'on veut pour la sécurité du protocole, etc. Mais c'est 100% qui est buyback. Et regardez, pendant que Capet était en train de faire sa petite présentation sur Ethereum et tout ça, en 4 minutes, ils ont fait 8500 $. Je peux vous envoyer, tu peux envoyer le lien dans le chat si jamais les gens veulent regarder chez eux. Et je trouve ça fou, en fait, on voit en temps réel l'argent qui est brassé. Vous avez aussi le wallet du fonds, du fonds qui rachète le hype, que tu peux aussi envoyer si les gens veulent aller checker, où en fait on voit juste à quel point ça brasse, mais vraiment beaucoup d'argent. D'ailleurs on voit 360 millions de hype avec une plus-value latente de plus 150%, donc x 2,5. Ça achète toute la supply est rachetée par les frais du protocole, un protocole qui marche bien. Moi j'avais déjà dit que j'avais testé, et pour juste trader en spot, je trouve que ça marche bien. Je suis pas un trader pro, je fais pas trop de levier, machin, etc. Ils ont un produit fonctionnel, ils ont des catalyseurs qui arrivent, et quand on les compare au reste, et franchement, ils ont encore de la place. C'est pour ça que moi, je me suis permis d'acheter, et à 20 $, j'ai pas eu d'airdrop. Il y a les gens qui disent, oui, machin, tout le monde a eu des big airdrops, etc. Et je vous assure que même pas, parce que quand on regarde la décentralisation de supply, il y a de plus en plus de holders. Sur la semaine dernière, on a pris quelque chose comme 3500 holders, avec une médiane par wallet de 64 tokens. Donc après, on peut dire, c'est plusieurs wallets derrière une personne, etc. Peut-être, c'est là où les infos on-chain s'arrêtent. En tout cas, même dans les top 75%, c'est moins de 250 tokens par wallet.
Donc écoutez, comme quoi, oui, il y a forcément des gens qui ont très très bien mangé, il y a des gens qui ont eu beaucoup de tokens, forcément ça fait peur. Par contre, je pense que c'est un faux argument de se dire que ces gars-là vont vendre, parce que ces gars-là, ils ont beaucoup staké aussi. On a 40% de supply qui est staké. Et si stake, c'est pas pour rien. Il y a les catalyseurs des projets qui sont construits sur Hyperliquid et qui, selon moi, vont faire des airdrops parce que c'est communautaire, parce que ils ont envie de manger entre eux et que c'est l'esprit. Chacun aura sa thèse là-dessus. Il y a rien d'officiel. Il y en a quelques-uns qui sont tombés sur des trucs qui étaient hors écosystème ou des trucs un peu même coin. Mais avec l'HyperVM, on peut que voir un développement de la L1. Et là, pour le coup, de la vraie L1, parce qu'Hyperliquid, pour moi, c'était un perpdex, et maintenant, ce sera vraiment un vrai L1. Et quand on voit la BNB Chain, quand on voit ce que Base a réussi à faire, même si Base n'est pas valorisé et qu'on regarde Coinbase, par extension, on se rend compte qu'Hyperliquid a toujours une carte à jouer. Chacun aura ses prix en tête pour des objectifs, etc. En tout cas, moi, à des prix où je les ai achetés, donc entre 20 et 22 dollars, grosso modo, ça me semble très très fair, et même en rajouter à 25, pourquoi pas. Voilà, chacun son avis là-dessus, mais Hyperliquid n'est pas à fade, et j'ai vu la lumière par Picsou, et une fois qu'on s'y intéresse vraiment et qu'on prend le temps de s'y intéresser, moi j'ai trouvé ça pertinent, et j'espère que la vidéo qui sortira vous donnera envie de vous y intéresser. Voilà. Si vous nous écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Du coup, il y aura la vidéo faite par Monsieur Aigri qui va arriver, que je regarderai moi aussi d'ailleurs. Je suis en train de me faire Red Pill Hype. Et en fait, comment moi je réfléchis, je me dis pas ça va monter à 50 ou 100, machin. C'est comme d'hab sur ce marché, on prend ce qu'il y a à prendre. Mais l'effet d'aura est là. Techniquement, c'est bon. Niveau tokenomique, c'est bon. Répartition du supply, c'est bon. L'airdrop, il était cool. Enfin bref, tous les feux sont ouverts. Et je pense que je regretterai de pas être dedans. Voilà, tout simplement. Donc la question, c'est je vends quoi pour aller dans Hype? Ça, c'est mon problème de la semaine. Mais je pense qu'ils sont là pour rester parce que tous les feux sont ouverts. Hein. Donc on va continuer sur la partie fonda avant que je te passe la main. Ce qu'il y a d'intéressant aussi qui va sortir sous peu, c'est K-Network. Peut-être que vous en avez entendu parler. Alors, j'ai pas encore poncé le sujet. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une nouvelle VC Chain en Proof of Work avec un nouveau consensus et un mécanisme de dual token. Donc ça, on aura l'occasion peut-être de faire une vidéo sur le sujet à un moment donné. Il y a un rapport Messari sur le sujet que vous pouvez lire sans abonnement qui explique tout, que j'ai pas encore lu. Et pour faire très court, c'est du Proof of Work, c'est soutenu par des gros capitaux. Ça nous annonce jusqu'à 50 000 transactions par seconde et c'est compatible VM. Donc, dans les gros protocoles en Proof of Work, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a Bitcoin. Bitcoin qui a toujours été extrêmement rentable à miner et qui en plus de ça est hyper décentralisé. Ensuite, on a Kaspa. Kaspa a deux problèmes. Le premier problème de Kaspa, c'est qu'il n'y a pas de smart contract dessus, donc il n'y a pas d'application dessus. Le deuxième, c'est que c'est pas compatible VM. Si jamais il y a des contrats qui arriveront plus tard, ça m'étonnerait que ce soit compatible VM. Donc, on pourra nous dire oui, mais il y aura des layers 2 en surcouche de Kaspa et ça devient le settlement layer ultime, etc. Oui, on peut dire la même chose de Solana, on peut toujours parler au futur. Mais factuellement, Kaspa, qui est un très bon protocole hein, pour faire du paiement en Kaspa, manque de tout ça. Ensuite, on a Alephium, qui est aussi un projet en Proof of Work qui a eu ses early miners et early investisseurs, donc qui est moins fair lunch que Kaspa, qui est moins fair lunch que Bitcoin, mais qui reste très bon. Mais là aussi, défaut d'Alephium à l'instant T, c'est pas EVM. Donc, si tu veux développer sur Alephium, tu es obligé d'apprendre le langage de programmation d'Alephium. Donc, très bon projet, mais pour créer de l'effet de réseau, c'est dérangeant. Du coup, Baquet, ils n'ont pas cherché à se prendre la tête. Hein. Ils ont dit, nous, on va être compatible VM. On va proposer là aussi du sharding, donc du scaling à mort en Proof of Work. Et ça sort en TGE demain. Donc, quand vous écouterez cette émission, le projet sera sorti. À combien sera-t-il valorisé? Je ne sais pas. À combien ils ont levé historiquement? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a toujours de l'appétence pour des projets en Proof of Work. Jusqu'à chaque fois, ça tient un cycle, voire un cycle et demi grand max. On se souvient de Nervos Network, qui était une giga VC chain au cycle précédent, qui était en Proof of Work, donc qui a su séduire certains Proof of Work maxi. Hein. Mais tu vois, ça a tenu un cycle et demi. Et aujourd'hui, Nervos Network, tout le monde s'en tape. C'est terrifiant. Absolument, tout le monde s'en tape. Donc, est-ce que Key tiendra plus d'un cycle? J'en sais rien. Mais au moins, ils ont fait l'effort, contrairement à tous les autres, d'être EVM. C'est déjà ça. Hein. Parce qu'on en revient toujours au même problème. Hein. Pas d'application dans cet écosystème. Enfin, je sais que c'est pas qu'une question d'application, qu'une question d'intérêt, et que de toute façon, il y a beaucoup de choses qui sont inutilisées. Mais bon, faites au moins semblant de faire des trucs, s'il vous plaît. Qu'on rigole un peu, qu'on apprenne des trucs, quoi.
Et du coup, notre petit calendrier de février qui est fait par Layer GG, pas mal de choses. Mais moi, ce qui va m'intéresser finalement, c'est toute la partie du bas. Donc il y a AO qui va sortir sur mainnet, j'imagine que tu vas Mm. nous en parler. Ensuite, bon, bah, des jetons qui se débloquent. Berachain, grosse rumeur semaine prochaine, sortie du protocole. En sachant que Berachain a sorti son white paper tout à l'heure, j'ai pas encore pu le lire, mais voilà, si vous allez sur le Twitter Mm. de Berachain, ils ont sorti le white paper. C'est un nouveau type de protocole qui va avoir lui aussi sa logique bien à lui, qui risque de faire beaucoup parler de lui parce que c'est censé être un aspirateur à liquidité. Et ça tourne sur Cosmos. Donc, tu as l'interopérabilité avec tout l'écosystème Cosmos via ABC. Et ils ont aussi forqué la machine virtuelle d'Ethereum pour faire ce qu'ils appellent le Polaris EVM, qui aussi devrait être une EVM extrêmement puissante. Donc, ils ont la commu, ils ont l'interopérabilité, ils ont le VM. Maintenant, est-ce que ça va sortir trop cher? Est-ce que l'airdrop va bien marcher? Ça, j'en sais rien. Voilà. Mais ça va être très intéressant à suivre, Berachain. Ouais, bah, j'ai hâte, hein, tout le monde en parle, tout le monde en parle, beaucoup de gens en ont parlé. Il y a des très bons articles, où est-ce que je crois qu'il y en a un qui est gratuit sur Hawk Research, si jamais les gens sont intéressés, sur Berachain, ouais, il me semble. J'avais vu passer ça à un moment. Donc, Ok. enfin, de toute façon, il y a plein de contenus, même Pasher avait fait des contenus, vous trouverez ça, bah voilà, exactement. Et je trouvais ça complet, et voilà, c'est une très bonne manière d'apprendre ce que c'est Berachain pour ceux qui connaissent pas. Un des projets à absolument surveiller sur ce cycle, selon moi. Et désolé de ne pas maîtriser plus pour le moment. Ensuite, on a donc AAV qui devrait sortir sa V4, Ethena qui devrait sortir son DEX. Pour ce qui est de Pendleboro, je ne sais pas ce que c'est malheureusement. Tu nous l'avais dit, Virtual qui arrive sur Solana. Alors du coup, c'est quoi Pendleboro? Pendleboro, ce sera un produit. Alors si jamais les gens veulent ma vidéo en perso, où j'en ai parlé pour qu'ils aient peut-être des explications sur ce qu'est Pendle de base, je vais t'envoyer ça. Ouais. Tac. Pendle, c'est quoi? C'est un produit qui permet de trader le yield futur. Alors, comment est-ce que ça marche? Ça fonctionne avec deux tokens. Vous avez le principal token, le yield token. Le principal token, ça représente grosso modo l'actif. Le yield token, ça représente son rendement dans le futur. Voilà, exactement. Tac, je t'envoie le lien. C'est celui-là, cet Alcon RWA. Ouais, c'est ça. Tac. Donc, grosso modo, en fait, ça permet aux gens de spéculer sur le fait que le rendement dans le futur augmente, oui ou non. Typiquement, si on va sur Pendle, comme ça, on va pouvoir montrer un petit peu comment ça fonctionne Pendle aux gens, parce que c'est pas forcément simple à comprendre. Même si c'est de la DeFi, c'est de la DeFi qui est un peu plus complexe. Je vais mettre mon écran. Ok. Tac, tac. On va juste regarder ça rapidement ensemble. Alors, j'affiche ton écran, 2 secondes. Pas de problème. C'est bon, c'est bon. Donc là, typiquement, je suis sur Pendle. L'interface n'est pas la plus simple, on va pas se mentir, mais il y a ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez le principal token et le yield token qui, fusionnés ensemble, donnent le token originel. C'est juste que, en gros, c'est séparé pour que vous puissiez trader les deux. L'utilisation la plus standard et la plus simple, c'est par exemple d'aller par exemple sur l'SUSDE. Vous vous dites, l'SUSDE, il a un rendement actuellement de 17% sur Pendle. Si vous allez sur Ethena, hop, on vous dit que l'USDE, il a un rendement de combien actuellement sur la PY? De 10%. Donc ça veut dire que sur Pendle, les gens pensent... hop, alors j'ai l'écran qui a un petit peu bugué. Ça veut dire que sur Pendle, les gens actuellement pensent que le rendement dans le futur sera à 18%. Donc ce que vous pouvez faire, ça veut dire que maintenant, si vous avez par exemple de l'Ether et vous voulez changer en USDC par exemple, en stablecoin, et vous vous dites, bah oui, mais moi je veux mettre après en rendement mes stablecoins et faire en sorte que ce rendement soit supérieur à 10% que l'USDE nous fait maintenant, eh bien je vais aller l'acheter sur Pendle plutôt, là où il me donne 18%. Et si vous l'achetez en principal token, vous êtes sûr que le rendement il ne bouge pas. C'est-à-dire que le 27 mars, vous avez vos 18% de rendement annualisé. C'est un rendement annualisé d'ailleurs, c'est pas un rendement sur les 2 mois, c'est bien le rendement annualisé par an, donc 18% par an. Et vous vous dites, bah ok, j'achète 1000 SUSDE et vous aurez en fait un rendement qui sera supérieur et vous pouvez attendre un moment, par exemple, vous vous dites, bah moi je pense que le rendement sur la plateforme va descendre à 12%. Enfin plutôt non, va monter à 20% et je vais l'acheter à ce moment-là. Par exemple, si jamais on commence à avoir un marché qui est un peu plus dynamique avec plus de frais que Ethena perçoit, le rendement va augmenter. Donc le rendement mécaniquement augmentera sur Pendle et vous pourrez en acheter avec un meilleur rendement. Voilà, c'est la manière dont ça fonctionne Pendle actuellement. C'est un peu compliqué, si jamais vous voulez un peu plus de détails, regardez la vidéo, j'y explique un peu mieux et j'y passe un peu plus de temps. Boros, c'est quoi? Ça va permettre d'être un produit qui va permettre de trader les funding rates.
Donc, les funding rates, c'est quoi? C'est ce qui sert notamment au yield sur Ethena. C'est ce que les shorters ou les longers payent à la plateforme pour tenir la position et grosso modo payer la contrepartie. Parce que pour un long, il faut un short et du coup, il faut payer la différence. Et quand il y a trop de longs, on fait payer les longs aux short. Et Boros, ce que va permettre Boros, ça va être de trader ces funding rates là, ce qui veut dire que les gens vont pouvoir parier sur un produit qui n'existe pas en fait. Aujourd'hui, c'est impossible de parier sur les funding rates. On peut long, on peut short, mais on peut pas parier sur cette variation du funding rate. On peut pas dire, ok, je pense qu'il y aura plus de long dans le futur, que les funding rates vont augmenter. On peut pas le faire. Et Boros va introduire ça. En plus, il y a pas mal de liquidités sur Pendle, donc j'espère qu'il y en aura autant sur Boros. Ce sera un nouveau produit orienté RWA, parce que les funding rates, c'est un produit plutôt orienté RWA. Donc, moi, j'apprécie Pendle. Je trouve que le protocole est intéressant et que Boros, c'est un vrai catalyseur pour la suite. Voilà. Bah, c'est un bête de protocole. D'ailleurs, je vais regarder le prix. Est-ce qu'il s'est fait déchirer le prix récemment? Il a pris son petit tarot, un petit moins 50, je crois, sur une mèche, je pense. Ah oui. Donc il y a des entrées qui se dessinent du coup quand même. Sur la DeFi, il y a pas mal d'entrées. Je pense aussi à Morpho. Bon, alors là, après, c'est mon avis perso. Morpho aussi avait eu pas mal de catalyseurs récemment et le prix a un peu dégusté. Encore une fois, je ne suis pas CryptoPixou. Chacun fait son avis sur les entrées, les sorties, etc., etc. Mais Morpho aussi avait dégusté. La DeFi, les petits protocoles DeFi, en tout cas hors AAV, ont un petit peu dégusté. Il y a des choses qui sont un peu sympas. Et Boros, Pendle a la double casquette RWA DeFi. Et c'est pour ça que moi, je l'ai trouvé vraiment intéressant. J'en ai un petit peu, c'est pas une grosse partie du portefeuille, mais je trouve ça vraiment intéressant. Et en plus, j'ai dit ça, AAV a quand même pris son moins 50% aussi sur la mèche. Donc, comme quoi. Ok, donc pas mal d'opportunités pour ceux qui pensent qu'on va aller plus loin sur ce marché. Moi, personnellement, je suis tout le temps in. Donc, moi, factuellement, je pense que ce marché va plus loin. Mais je peux me tromper. Voilà, je vous le dis, on n'est jamais à l'abri de voir des folies pendant des semaines et des semaines et des semaines avec Trump. Donc, il faut y être préparé. C'est toujours bien d'avoir des stables. Par contre, moi, personnellement, IRL, quand je vais parler à mes collègues, je vais leur dire, bon, bah voilà, toi qui me parles des cryptos, enfin, qui aimerait rentrer, bah là, c'est quand même plus intéressant de rentrer là que de rentrer il y a quelques semaines, évidemment. Clairement. Et pour ce qui est des fondamentaux, pour terminer, on a Jupiter qui va intégrer son mécanisme de buyback en JUP avec les frais générés par la plateforme de l'ordre de 50%. Donc, on va avoir de la pression acheteuse sur le jeton JUP. On va avoir le mainnet de mouvement qui va arriver aussi, un des layers 2 les plus capitalisés sur Ethereum aujourd'hui parce que justement, ça tourne sur la machine virtuelle Move. Il y a une interopérabilité avec l'écosystème Move dessus et Aptos, et surtout Aptos, de ce que j'en comprends. Voilà, et puis tu as le IK qui va arriver aussi sur Sui. Je sais plus ce que c'est de mémoire, mais il me semblait que c'était assez bullish. C'est un réseau MPC. Ouais, c'est ce qui me semblait. Okay. Ça va être une espèce de sidechain pour tokeniser des actifs. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Donc ça va peut-être faciliter la DeFi sur Sui. Ok. Je me suis noté d'autres trucs un peu moins intéressants. Ethereum... D'ailleurs, on va plus ton écran si jamais. Ouais, je sais. C'est pas... Ouais, je peux le remettre, tu me diras. Ouais. Toujours ça de prix. Hop. Ouais, Ethereum, l'Ultra Sound Money, où tout le monde se faisait la branlette intellectuelle. Oh là là, c'est déflationniste. Oh là là, ça va se rarifier et tout. Bah, en fait, à partir du moment où on a mis en place les blobs et que les layers 2, ils ont arrêté de poster des données à vie et ils sont passés par le système de blobs, eh bien, en fait, l'économie, on s'y retrouve pas du tout. Et c'est vrai que Ethereum, c'est chaud. Donc, encore une fois, que vous le sachiez, moi, de l'Ether, j'en ai. Ce n'est pas une grosse partie de mon portefeuille depuis très longtemps, parce que j'aime aussi avoir du Solana et j'aime aussi être sur d'autres trucs et que j'ai envie d'aller chasser des multiplicateurs à gauche, à droite. Voilà. Moins convaincu qu'avant sur Ethereum, mais suffisamment convaincu pour ne pas vendre non plus mes Ethers. Mais il va falloir vraiment qu'ils se magnent le cul, parce que c'est mon avis et je peux me tromper. Mais Ethereum, c'est le projet qui a une place de numéro 2 avec une communauté qui pense que la place de numéro 2 d'Ethereum, elle est gravée dans le marbre à vie. Eh bien, moi, je suis là pour vous dire que je ne crois pas que ce soit gravé dans le marbre à vie si ça continue comme ça. Donc, je ne vous dis pas qu'Ethereum ira à zéro. Je vous dis juste qu'aujourd'hui, il y a de la demande sur du Hyperliquid, du Solana, du Ton de Telegram, toutes sortes de projets et que c'est de la market share qui va arriver sur d'autres projets. Donc, il faut qu'ils se magnent le cul pour valoriser l'Ether. Et puis, si les signaux sont bons, eh ben, ça peut repartir comme en 40. Et je peux vous dire que si par contre, ils se réveillent et que ça envoie les signaux qu'il faut, c'est-à-dire on améliore
l'expérience utilisateur avec des nouveaux EIP, avec le Count Abstraction native, etc. On améliore le scaling du L1, on améliore le scaling du L2 et on continue d'avoir les bons arguments pour faire venir des professionnels. Ethereum, téléportation, 5000, peut-être même 8000, 10 000 $, ça j'en ai aucun doute. C'est juste qu'aujourd'hui, les signaux sont pas bons, voilà, politiquement. Et de toute façon, je rejoins moi en perso l'avis de Léo qui a déjà dit que si on veut vraiment voir une alt season et vraiment un écosystème crypto prendre en valeur, si ça se fait pas sans Ethereum, c'est très très chaud. Donc à tous les gens qui seraient pas ETH Max, qui disent qu'Ethereum a des problèmes, etc., même si vous en avez pas, il faut l'avoir en tête, c'est que sans Ethereum, on part pas. Parce Je pense que, aussi. alors à tort ou à raison, l'écosystème a mis beaucoup a beaucoup en tête le fait qu'Ethereum doit aller chercher les 4K, les 6K, les 8, les 10, etc. C'est quand même un métronome des altcoins, mine de rien, que Solana n'a pas réussi à devenir encore. Même si l'écosystème Solana se porte très bien, avec un Raydium qui est très fort, un Jupiter qui est relativement fort, et un Solana himself qui est très très fort aussi. Pour le moment, c'est pas Solana qui a embarqué les altcoins avec lui. Donc peut-être que ça le deviendra. Moi, vous connaissez peut-être le fait que philosophiquement, je pense qu'Ethereum doit gagner et qu'il doit y avoir d'autres choses à côté qui doivent avoir leur propre utilisation. On peut pas partir sans un Ether. Et si jamais on part sans Ethereum, et ben dans ce cas-là, on admettra que Ethereum a perdu la bataille. Et voilà. Mais en tout cas, pour le moment, c'est pas le cas. On reste positif sur Ether. En tout cas, on va espérer qu'ils se sortent un peu les doigts et qu'ils envoient des mises à jour parce que on s'ennuie un peu sur ce vieux layer. C'est ça. Mais avec toutes les critiques que je fais ces temps-ci, moi, je ne peux pas shorter Ether. Je ne peux pas. Ce n'est pas dans mon intérêt, déjà, d'une part. Mais autrement, la vision, elle est bonne. C'est juste que c'est trop démocrate et qu'il faut... bureaucrate, pardon. Et qu'il faut revenir à un leadership où on ose prendre des risques, on ose casser des trucs, mais on ose proposer plus de choses plus vite. Philosophiquement, Solana c'est vite, je suis pas d'accord. Solana c'est pas vite. Ça a eu le mérite de faire bouger le vieux Ethereum. Parce que sans Solana, aujourd'hui, Ethereum n'aurait pas eu les derniers trucs où ils se sont dit, ok, on est en train de se faire un peu manger, mine de rien. On est peut-être assez lent, on n'a peut-être pas avancé sur la scalabilité, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. Aujourd'hui, Solana doit faire avec ses propres concurrents aussi. Donc, pareil, il va falloir que Solana se bouge, et ils ont bougé plus vite parce que la manière dont Solana est construit fait qu'ils peuvent se permettre d'aller plus vite et que c'est un peu plus centralisé, donc c'est un peu plus simple à mettre en place. Voilà, ils ont d'autres problèmes à gérer que Ethereum ils ont des problèmes que Ethereum n'a pas, et Ethereum a des problèmes que Solana n'a pas, de la décentralisation, etc., que vous connaissez déjà. Chacun a ses petits trucs à régler. Voilà, et moi pourquoi je considère que Solana c'est pas philosophiquement vite, c'est juste que Solana veut un scaling totalement horizontal. On va avoir des layers 2 sur Solana pour des cas spécifiques de niche qui sont faits par des tierces parties, mais ça n'a jamais été politiquement poussé par les gens de Solana. Solana pousse son écosystème, mais Solana ne pousse pas des layers 2. Voilà. Donc Solana aujourd'hui a poussé sur comment améliorer son client d'exécution, ses clients d'exécution avec Agave et FireDancer. FireDancer, c'est pas encore live de partout. Enfin, c'est live, mais c'est pas mis en place par de nombreux validateurs, donc on n'en a pas encore vu la couleur. Ça va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois. On va revaloriser certains types de fonctions, comme je vous le disais plutôt avec Ethereum, où on va dire par exemple des transactions simples, ça peut coûter beaucoup moins cher. Certains types de transactions, ça peut coûter beaucoup moins cher. Donc ces transactions, on va pouvoir les placer en plus gros nombre dans les blocs et mécaniquement, ça va augmenter le nombre de transactions par seconde. Il y a aussi des travaux qui sont faits pour réduire la latence, donc réduire le block time, réduire la finalité des transactions pour commencer à se rapprocher de systèmes plus performants comme Hyperliquid, Sui, Aptos, Mouvement. On sera probablement pas aussi performant que Sui, Aptos et compagnie, justement parce que Solana aujourd'hui c'est 1400 validateurs, alors que les autres c'est 100 ou 200 validateurs grand max. Donc forcément, tu es quand même un peu contraint par la vitesse de la lumière, ou alors il faut revoir complètement le système. Et c'est pour ça que Solana, à terme, splittera le consensus et l'exécution pour pouvoir encore gagner en latence et se rapprocher de Sui, Aptos et compagnie. Et pour ceux qui veulent des niveaux de latence encore plus bas, et bien là, à ce moment-là, on passera sur des systèmes basés sur du restaking, comme c'est le cas avec Solayer sur Solana,
ou Mega ETH et Sous Network sur Ethereum. Voilà, tout ça, c'est des choix politiques. On a Peak aussi qui annonce la campagne Get Real, donc Peak qui est un Layer 1 dédié au Depin, Real World Asset pour les machines, etc. Donc qui est plutôt adapté potentiellement à des IA, des agents IA, des machines connectées, de l'IoT, ce genre de choses, qui ont fait un lancement extrêmement bon et qui ont perdu en hype. Ces temps-ci, on va pas se mentir. Alors moi, je vous le dis, j'ai un gros bac de pique, hein, donc ça m'empêche pas de vous présenter les faits tels qu'ils sont. De toute façon, c'est pas en mangeant le cerveau de quelques milliers de personnes sur YouTube que je vais faire exploser un prix. Donc j'ai aucun intérêt à vous raconter des conneries, aucun. Donc Peak qui a une perte de vitesse, qui a poussé son écosystème avec en premier lieu Silencio qui a un projet de cartographie de la pollution sonore un peu à travers le monde. Silencio qui a sorti un token. Spoiler, petit flop. C'est pas une grande réussite, on va pas se mentir. On en revient au travers habituel en crypto-monnaie. Le projet, il est bien, il est cool. À quoi sert le jeton? C'est la question que tout le monde se pose. Et du coup, on se retrouve avec une FDV qui est en dessous de la public sale, des investisseurs probablement qui sont mécontents. Et du coup, ça envoie un signal qui est OK, les altcoins qui sont sur Peak, c'est pas ouf. Voilà. Du coup, campagne Get Real, la campagne Get Real, ça va être une campagne où ils vont essayer de pousser la communauté à participer aux différents projets de l'écosystème Peak, de ce que j'en ai compris, très probablement pour récupérer des rendements en jetant des différents projets de l'écosystème et peut-être des rendements en Peak. Donc, ça tend peut-être à des airdrops, peut-être à d'autres types de récompenses. On en saura plus. C'est bien du coup le 5, c'est-à-dire après-demain. Voilà, affaire à suivre. Et donc, qu'est-ce que j'ai noté d'autre après? Ouais, on a fait le tour après. On a fait le tour après dans mes notes, honnêtement. Oui, on a Kraken. On a Kraken qui a obtenu sa petite licence MiFID, donc qui va pouvoir lancer des produits dérivés régulés en Europe, en compagnie de Bitpanda et de... parce que je crois que Coinbase, ça va arriver sous peu. Voilà, et puis on a, comme je vous ai dit, le white paper de Berachain qui est sorti, qu'il faudra que je lise, mais qui va nous permettre de mieux comprendre la logique, en sachant que ça a l'air d'être un peu compliqué, on va pas se mentir. Mais l'idée, c'est d'aspirer de la liquidité, d'en faire un vrai projet L1, DeFi, un peu. Ce que les gens veulent, en fait. Les gens veulent que ce soit des Layer 1 vendeurs de pioches et que tu aies des acteurs bourrés de fric ou institutionnels qui viennent avec des milliards de dollars faire joujou sur leur L1 ou sur leur protocole. Donc, ça va être intéressant à surveiller. Je coupe mon partage d'écran. Voilà. Donc, c'est une émission plus courte. Comment on pourrait conclure cette émission, Thomas? Est-ce qu'il faut sortir du marché des crypto-monnaies? Est-ce qu'on est cook? Il faut que chacun ait ses invalidations. Moi, mes invalidations, elles sont dans ma tête. Mon invalidation, ce serait une installation sous les 3000 milliards de la capitalisation du total crypto qui signerait, selon moi, un top de marché réel, ou en tout cas vraiment qu'on est cook de baiser. En dessous des 3T et qu'on s'y installe. Hein. Là, on a méché, on a carrément fait un marteau dessus, voilà. Bref. Là, un before Trump, en fait. En gros, on revient à des capitalisations avant Trump président. C'est ça, juste on revient en disant le marché crypto vaut moins que le top de 2021, pour ce que le top de 2021 valait. Et philosophiquement, même si c'est que des chiffres, philosophiquement, ce serait déjà un signe pas très bon, vraiment pas bon du tout. Ça voudrait dire que grosso modo, Bitcoin a gagné et le reste a vraiment fait... Enfin, les altcoins ont fait n'importe quoi. Les altcoins font n'importe quoi, oui, mais il y a quand même des trucs qui sont bien. Donc sous les 3000 milliards, je commence, et avec une installation pérenne de plusieurs jours, semaines, là, je commencerai à songer à une sortie de marché. Pour le moment, c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre à garder en tête? Évidemment, une grosse vigilance sur la macroéconomie. Je sais que tout le monde se fout de la macroéconomie parce qu'on vous a très souvent rappelé que les cycles sont les mêmes, que vous inquiétez pas, ça va monter, et que c'est Sendit, et que on va sur la Lune, etc., etc. C'est comme d'habitude. Je ne fais pas partie de cette team-là. Pour moi, la macroéconomie a jamais été aussi cruciale que cette année. Enfin, c'était déjà le cas en 2024, mais encore plus en 2025, parce que ça explique beaucoup de choses de pourquoi est-ce qu'on galère autant sur le marché, avec des vrais catalyseurs, que ce soit la liquidité, que ce soit les guerres commerciales avec tout ce que Trump a mis en place. On a des catalyseurs crypto avec un président qui est quand même très bullish crypto, etc. Encore une fois, est-ce que ça peut suffire seulement une narrative avec un président bullish? Pourquoi pas? C'est, encore une fois, je pense que moi c'est un peu faible, mais encore une fois, je suis positionné pour faire partie parce que je me dis que pour le moment j'ai pas d'invalidation, donc je vais pas aller contre ce que le marché veut.
pour le moment, je suis avec et on verra ce que ça donne. Et voilà, tout simplement, checker la macro, et quand la macro sera très mauvaise, il faudra songer à sortir du marché, notamment avec un SP500 qui est aujourd'hui cher, très cher, avec des valorisations qui sont chères et un top 7 qui drive le marché. Et si ce top 7 là vient à ralentir ne serait-ce qu'un tout petit peu, on est cook. Voilà, je le dis. Un SP500 qui... De toute façon, on l'a vu même aujourd'hui, un SP500 qui perd 2%, c'est moins que 20% sur les altcoins. C'est... Voilà, on prend cher. Donc, un SP500 qui viendrait commencer à montrer des signes de faiblesse, des signes de surévaluation clair, c'est en tout cas local, hein. Je dis pas qu'on va partir en bear market type 2008, etc., mais juste qu'on est un top sur le SP500. Pour le moment, ça se porte très bien. On a ravalé le dump qu'on a eu aujourd'hui sur le SP500 aussi. On est toujours au-dessus des 6000. Du moment qu'on est entre 6000 et 5008, tout va bien. Donc voilà, pas d'inquiétude. Pour le moment, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. Récemment, j'avais émis beaucoup de doutes. J'étais en mode, les gars, attention, il y a Trump, il y a les taxes, il y a les trucs. Je veux bien qu'on soit bullish crypto avec un président crypto, mais quand même, on va faire attention. Il a lancé son meme coin, il a sucé la liquidité. Bon, bah, GG à lui. c'est bien joué, tout ça pour aller dump récemment. Enfin, j'ai vu passer aujourd'hui qu'ils avaient déplacé les fonds à des fins opérationnelles. Tout ce qu'ils ont acheté en Ether et autres altcoins depuis le meme coin ont été déplacés à des fins opérationnelles de dépenses d'entreprise. Vous mettez les termes que vous voulez dessus. Pour moi, il y a eu de la prise de profit qui a été faite, et ce qui est normal, juste. Et ils ont mangé sur les frais qu'ils ont eu sur les meme coins, et peut-être qu'ils ont vendu. Les gens disent qu'ils ont peut-être déplacé sur Coinbase. Bref, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, voilà, il y a plein de choses à garder en tête. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Il y a beaucoup de choses à faire attention, et il faut parfois prôner le fait de dire que je ne sais pas tout, je ne suis pas un surhomme, je fais avec les informations que j'ai. Pour le moment, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir de ce côté-là, donc pas spécialement de crainte. Février, moi j'ai un bon biais sur février pour le moment. Je pense que ce qu'on a vu récemment montre que, grosso modo, les États vont s'aligner sur les États-Unis et que Trump va vouloir faire une économie forte. Donc, chacun son biais. Ayez vos invalidations, c'est surtout ça le plus important. Ou à un moment, vous vous dites, je sors de ce marché. S'il se passe X, Y, Z information, tel prix, tel truc, je prends une perte, je prends un gain, peu importe. Ayez vos invalidations, vos prises de profit, et ne soyez pas greedy. Je suis en train de regarder le mining. Je sais pas où j'ai mal fait mon calcul, mais j'ai l'impression que le miner du Bitcoin, c'est la ruée vers l'or là. Alors pourquoi je fais ça? Parce que on me demande si les cycles de 4 ans c'est finito. Moi je pense que les cycles de 4 ans ont toujours du sens sur Bitcoin, parce que mécaniquement tu as ton coût de production qui explose. Mais de ce que j'ai appris à Auxerre, apparemment un coût de production en Bitcoin aujourd'hui doit être de 60 000 balles. Donc en fait là, les gars qui minent du Bitcoin, qui sont équipés avec du matériel récent et une électricité suffisamment pas cher, donc les prix au States c'est de l'ordre de 5 centimes le kilowattheure, ces gens-là mangent le caviar, hein. Donc ça veut dire que Bitcoin pourrait aussi recoller à son prix de production de 60 000 ou 70 000 dollars si vraiment le marché il avait envie de nous gerber dessus. Donc encore une fois, mon message c'est pas de vous dire on a baissé, on va continuer de baisser, je vous dis juste que peut-être, et vous devez y être préparé. Parce que pour le moment, on a quand même Bitcoin qui est fort. Si Bitcoin n'était pas fort, je pense que le marché serait en miettes. Mais en miettes complet. Et il faut pas oublier, je crois que c'était peut-être avec toi qu'on a discuté, mais Satoshi, c'était probablement un économiste. Il a pas lancé Bitcoin en 2009, après 2008, pour une mauvaise raison. Et je pense que les cycles de Bitcoin sont extrêmement corrélés par chance avec les cycles économiques de 4 ans, qu'on peut voir de manière régulière, avec des liquidités qui montent, des liquidités qui baissent ensuite. Voilà, je pense que les cycles de 4 ans coïncident plutôt bien par chance avec Bitcoin. C'est un catalyseur quand même, parce que ça a un effet sur le nombre de Bitcoin émis versus la demande. En tout cas, Bitcoin aujourd'hui, c'est vachement plus de l'argent qui rentre dans un marché que c'est juste des cycles de 4 ans. Je pense que c'est un peu bête et un peu simplé de dire que les cycles de 4 ans sont ancrés dans le marbre. Après, des cycles de 4 ans sur Bitcoin, peut-être que oui, peut-être que non. On verra dans le futur si jamais il y a une grosse crise de plusieurs années. On verra si dans ce cas-là, un cycle de 4 ans tient toujours ou pas. Yes, bah merci pour tout, frérot. On va couper sur cette émission plus courte. Vous pouvez nous suivre sur Twitch et sur YouTube, sur la chaîne de Coin Academy, la chaîne 0xAgri. Vous aurez les liens utiles dont on a parlé dans cette émission dans la description. Et je vous dirais de faire attention à vous.
Comme on avait pu en parler avec Paul de Crypto Formation, c'est très compliqué aujourd'hui de vivre full-time crypto. Tout le monde ne peut pas avoir cette chance, je dirais. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance d'avoir été youtubeur avant, de connaître des gens, etc. Thomas, il nous fait confiance et ça se passe super bien avec lui. Donc, il peut se permettre de travailler en full-time, de gagner sa vie avec nous, etc. Mais vivre des cryptos, c'est compliqué. J'aimerais vous dire que c'est permis à tout le monde, mais ça ne l'est pas si vous n'êtes pas développeur. Par contre, si vous travaillez et que vous gagnez bien votre vie, moi, je vous invite personnellement à mettre progressivement des petites billes dans les cryptos. Voilà. Pas chercher à avoir les meilleurs prix parce que vous voyez bien, on se dit c'est sûr, et en fait, on n'a jamais le meilleur prix. Juste, si vous avez des économies, placez-vous sur du BTC, potentiellement sur de l'Ether, parce que quoi qu'on en dise, un Ether à 2007 pour moi c'est du pain béni, franchement. Et puis après, si vous avez envie de faire joujou avec d'autres altcoins, bien faites, mais ne sizez pas comme des idiots sur les altcoins, à part si vous avez vraiment beaucoup de temps à y accorder et que vous savez surfer sur les tendances. Parce que généralement, si vous avez un boulot à côté qui vont prendre beaucoup de temps et que vous n'avez pas le temps de suivre constamment ce qui se passe, vous allez avoir des surprises sur les altcoins. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc merci beaucoup encore une fois Thomas, merci beaucoup à Bitpanda d'avoir sponsorisé cette émission et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde. Ciao les potes.